Louis, écoute, je suis enchanté de te recevoir sur ce nouvel épisode du No Way Podcast. Un épisode un petit peu particulier puisque d'habitude, j'ai pour habitude de recevoir des personnes du milieu du sport. Et là, c'est un petit peu différent. Sans doute que beaucoup de personnes te connaissent. Sache que pour moi, déjà, c'est un honneur de te recevoir sur ce podcast parce que je sais que tu es quelqu'un d'extrêmement demandé. Et au vu de ton parcours, nos auditeurs vont comprendre pourquoi. Donc déjà, mille merci d'avoir accepté mon invitation. Et on va débuter ce podcast en te présentant. Tu vas nous présenter un petit peu ton parcours et ton parcours passé et bien entendu ce que tu fais à l'heure actuelle pour que nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi et ensuite nous débuterons l'épisode. Louis, c'est Super. à toi. Bah écoute, merci pour l'invitation, Thibaut. Moi, je suis toujours très flatté qu'on s'intéresse à mon petit parcours, à ma petite carrière, parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être très avancé professionnellement. Je me sens encore assez jeune. Mais en tout cas, je suis très flatté. Voilà, je suis très content d'être là. Alors, pour me raconter un petit peu mon histoire, moi, je suis entré dans l'armée assez jeune, j'avais 20 ans. Je suis entré dans l'armée de l'air pour piloter des avions. Truc un peu improbable. J'avais une passion pour ça qui s'est développée assez jeune. Parce qu'en France, il y a pas mal de choses d'aide pour les jeunes qui veulent faire de l'aviation. On peut faire du planeur, on peut faire des petits avions, assez économiques. Donc, si on n'a pas trop de sous, en fait, ça permet de commencer déjà avec pas mal de choses. Et c'est assez excitant, en fait. Le fait de se voir confier les commandes d'un avion au bout de quelques vols, c'est assez sympa. Donc voilà, moi j'ai commencé l'aviation assez jeune et ensuite je suis rentré donc, dans l'armée de l'air. J'ai passé un concours pour l'armée de l'air, un concours Bac+0. Et j'ai fait 3 ans dans l'armée de l'air en tant qu'élève pilote. J'ai passé mes diplômes de pilote professionnel. Et c'est un métier qui était passionnant. Moi, j'ai adoré piloter des avions. Intellectuellement, c'est extrêmement exigeant. J'ai appris beaucoup l'exigence dans l'armée de l'air. J'ai appris comment voilà, être sérieux, comment travailler sérieusement, ce que ça voulait dire être professionnel. Je pense que ça, c'est un truc qui est peu connu. Savoir être professionnel. Même aujourd'hui, je bascule dans le monde civil depuis 2 ans. En fait, je me rends compte que en fait, il y a peu de gens qui sont vraiment professionnels dans ce qu'ils font. Oui, c'est vrai Et que c'est une valeur qui est un petit peu négligée à l'heure actuelle, c'est vrai. oui, je pense. Alors, c'est pas par paresse, mais je pense que c'est par méconnaissance de savoir ce qu'est un professionnel. Parce que je pense qu'on se rend compte de notre degré de professionnalisme que le jour où on rencontre quelqu'un qui est vraiment professionnel face à soi. Donc ça, c'est intéressant. L'exemple que je donne souvent, c'est, pour expliquer un peu de quoi on parle, euh, c'est les briefings en aviation. C'est les briefings qui sont assez laser, quoi. C'est des trucs assez carré, ça va assez loin. Il y a beaucoup de réflexion et parfois c'était des heures de préparation de briefing. Un briefing, ça dure 10 minutes, une demi-heure ouais, même pas 20 minutes, en fonction de la mission. Hein. Et je parle en entraînement. Hein. Moi, j'ai pas été opérationnel, mais en entraînement. Et pour parfois des vols qui pouvaient durer assez longtemps. Et tout ça, donc c'est condensé en fait. On a beaucoup de travail condensé dans 10-20 minutes. Donc déjà, c'est une espèce faut avoir une capacité d'exécution quoi. Planification, exécuter pendant 10-20 minutes le briefing, et ensuite on marche à l'avion, et on va à l'avion et on réexécute en l'air. Donc en gros, c'est faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. C'est un peu la phrase classique, mais il y a peu de gens qui arrivent à le faire. En fait, je me rends Ouais. compte. De faire Et ce qu'ils surtout dans disent les et de dire détails. ce qu'ils font. Exactement. Parce que faire des choses, il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses, mais souvent c'est pas maîtrisé. Donc ça passe normalement par une phase de maîtrise assez précise. Et après, on peut s'autoriser des choses, mais au début, ça demande quand même beaucoup de discipline. Bref, voilà, je vais pas épiloguer, mais c'était un métier qui était hyper intéressant. Intellectuellement, c'était très stimulant. C'est très dur pas de piloter un avion. Piloter un avion, c'est pas très dur. Souvent, les instructeurs disaient même un singe y arriverait. C'est vrai, hein, parce que voilà, un avion, ça monte, ça descend, ça tourne on appuie à droite, ça tourne à droite, on appuie à gauche, ça tourne à gauche. En fait, ça, c'est assez facile. Ce qui est difficile dans un avion, c'est de gérer, c'est le cockpit management, on appelle ça. Ou le mission management, c'est en gros gérer tout ce qui est en plus de juste piloter. C'est comme quand je conduis ma voiture. Conduire une voiture, c'est facile. J'accélère, je ralentis. Bon, il y a des histoires des vitesses. Si on n'a pas de vitesse, une voiture automatique, franchement, il C'est pas suffit de compliqué. garder la trajectoire, freiner, accélérer. Une fois qu'on a compris les feux, les panneaux, bon, en fait, c'est assez simple. Ce qui est difficile, c'est de se dire, OK, là, j'ai plus d'essence. Où est-ce qu'il y a une station? Ce qui est difficile, c'est de se dire, OK, est-ce que je vais avoir assez d'essence pour arriver à l'heure? Est-ce que je vais être en retard sur mon itinéraire?
Et puis quand on est dans un avion, il y a la 3D, donc on a des espaces aériens qui sont alloués, donc c'est pas l'esconie dans les autres avions, globalement, ou dans les montagnes. Ouais. Et puis bien sûr la météo, c'est quand même le gros truc, la météo en aviation, hein. Donc on a des gros modules de formation là-dessus, et c'est passionnant. Moi je trouve ça absolument passionnant, mais c'est très lourd d'anticiper les nuages. Si j'ai des nuages, qu'est-ce que je fais? Si je passe en vol de nuit, qu'est-ce que je fais? Si je pilote à vue et que je ne pilote plus à vue, mais aux instruments, qu'est-ce que je fais? Bon bref, tout ça c'est très lourd et très compliqué, et donc c'est ça qui est dur en fait. Et en plus derrière, si on a un coéquipier, il faut communiquer avec le coéquipier. Si on a un autre avion, il faut communiquer avec l'autre avion, gérer l'autre avion, et là ça devient très très compliqué. Voilà. Donc c'est l'empilement en fait de tâches qui était vraiment intéressant. Moi, au bout de 3 ans, je me rends compte que c'est très intellectuel, mais que moi j'ai besoin de physique. En fait, moi j'ai besoin. Voilà, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait beaucoup de natation quand j'étais jeune. J'ai fait de la course de natation pour le bac, et j'ai toujours voilà, toujours aimé le sport de manière générale. Et j'avais besoin d'engagement, j'avais besoin de travailler en équipe. J'aimais beaucoup ça. Quand on fait ça, quand on fait ses classes dans l'armée, donc même en tant que pilote, on fait ça à un moment. Et c'est là où vraiment je sentais que moi, en tant que pilote, j'étais moyen. J'étais sur la courbe, tout juste, quoi. Enfin, voilà, c'était vraiment, il fallait que je me rattrape à chaque fois. C'était un peu, j'étais sur la courbe. Je galérais à être sur la courbe, mais j'étais sur la courbe. Tandis que tout ce qui était formation de survie, formation de secourisme, formation machin, moi, là, j'étais au-dessus de la courbe largement. Et donc, tout ça, ça m'a amené à la conclusion qu'il fallait que je change de corps. Et donc, je suis passé dans l'armée de pilote à commando. Alors, ça s'est pas fait comme ça a été un peu compliqué administrativement, mais c'est pas l'objet notre conversation, donc je vais pas rallonger, je vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, je suis passé à un métier, je suis de commando marine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les opérations spéciales dans la marine. C'est un peu dans la marine, il y a une espèce d'infanterie qui s'appelle les fusiliers marins, qui sont ceux qui historiquement gardaient les bateaux, qui faisaient la discipline à bord des bateaux. C'est toujours le cas. C'est eux qui gardent les infrastructures marines et qui font l'ordre, qui font régner l'ordre un petit peu à bord des bateaux. Et dans cette spécialité-là, il y a un brevet en plus qu'on peut avoir, qui est celui de commando marine, et qui nous fait accéder à tout un panel de missions beaucoup plus large, notamment celui des opérations spéciales. Et ça, c'est assez marrant. Donc, la contrainte pour ça, c'est qu'il faut passer un stage commando. Voilà. Donc, le stage commando, c'est quelque chose qui est très physique. Ça demande d'être très rustique, très mature dans ses décisions. Et ça demande beaucoup de mental. Et ce que tous les instructeurs disent, c'est que voilà, le stage commando, c'est un truc où on arrive, on est très affûté. Moi, je l'ai passé, j'avais 23 ans. Et en fait, on est physiquement très, très affûté. Mais en fait, ceux qui sortent du lot, c'est ceux qui, en plus, non seulement sont affûtés. Bon, ça, c'est voilà, c'est condition sine qua non. Mais en plus, il faut avoir un peu de mental, quoi. Faut être, ils disent 70% de mental. Donc, et je pense Ah, que c'est ok. vrai. Ouais, faut s'accrocher, quoi. Voilà. Donc c'est hyper intéressant et pour ceux qui connaissent pas forcément le milieu, alors je vais pas faire le gars qui est très connaisseur, mais je m'y intéresse beaucoup parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts avec toi, avec Alex, French Mhm. SAS, Ouais. avec bon, tous les gars un petit peu du sérail. Mm. Et tous s'accordent à dire que les commandos, c'est l'une des unités d'élite les plus complètes et peut-être les plus pertinentes dans le monde. Est-ce que, alors, pour le coup, tu vas prêcher pour ta paroisse, mais est-ce que tu penses que c'est une vérité? Est-ce que c'est juste par le fait que vous avez une formation exceptionnelle? Ou est-ce que tu penses que le fait que vous ayez un champ d'action, parce qu'on pense tout de suite à Commando Marine, beaucoup d'interventions dans l'espace maritime, mais vous avez un champ de compétences en fait qui est extrêmement large parce que vous êtes en capacité de sauter d'un avion, vous êtes en capacité de pouvoir mener des interventions en plein milieu de la jungle ou en plein milieu du désert. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur sur ce qu'est le métier de commando marine de manière assez large, parce que je sais que vous avez un panel qui est vraiment extrêmement impressionnant en termes de compétences. Ouais, en fait, c'est bien résumé, hein, ce que tu as expliqué. En gros, chez les commandos, il y a un socle commun, ce qu'on appelle un socle commun, et c'est du travail d'infanterie classique. Savoir naviguer à terre, savoir faire un travail d'infanterie classique, travailler en groupe, utiliser ses armes, communiquer correctement. Donc tout ça, c'est des trucs un peu classiques. Après, il y a les moyens de projection, effectivement, pour nous qui sont très variés, puisqu'on peut être projeté dans tous les mobiles.
que ce soit de l'aéroterrestre, donc sauter dans un avion, sauter dans un hélico, descendre en corde-lisse d'un hélico, se déplacer en 4x4, en buggy, en moto, ou même en maritime aussi, hein, parce qu'on va utiliser tout ce qui est embarcation rapide, de surface. On peut plonger aussi, on peut être transporté par des sous-marins. Les sous-marins, enfin faire des infiltrations par sous-marins. Euh, En gros, il n'y a pas vraiment de limite au spectre. Maintenant, on a des spécialités, c'est-à-dire on va passer plus de temps à faire des actions maritimes, à faire de l'infiltration de la mer vers la terre, que à faire du travail des airs, comme peuvent le faire des unités un peu plus spécialisées, comme le premier PMA, qui ont une connaissance particulière du désert et notamment des patrouilles en profondeur, parce que historiquement, ils sont liés à ça, comme nous, historiquement, on est liés à la mer. Donc, on va toucher un peu à tout. Donc, et c'est ça qui est sympa dans ce métier-là, c'est que ça demande c'est un métier qui demande, alors, comme on l'a dit, donc une certaine forme physique, un mental avant tout, hein, même presque plus que le physique, c'est du mental. Et ça demande aussi une grosse plasticité intellectuelle, une grosse plasticité cérébrale, parce que bah, la mission, ça se trouve, pour accomplir l'objet de la mission, qui est récupérer un otage, neutraliser un chef terroriste, bah ça va être l'aboutissement, mais toute la partie en amont, en fait, elle va être hyper complexe. Parce qu'il va falloir aller à l'aéroport en néoprène, embarquer nos parachutes, parce qu'on va sauter de l'avion vers la mer. En mer, on sera récupéré par des bateaux. Les bateaux vont nous amener sur un gros navire de guerre. Du navire de guerre, on va faire une infiltration nautique vers les côtes. On va arriver sur les côtes, on va faire ce qu'on appelle un changement de milieu. Donc, on va se changer, on va quitter nos tenues néoprène pour enfiler une tenue de guérilla. Et là, on va s'infiltrer pendant 5 km dans la côte pour aller faire notre opération et se faire récupérer en hélico ou s'exfiltrer en véhicule, ou enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est toute une séquence. Comme ça, sur le papier, ça paraît simple. Bah, c'est facile, hein, je vais dans l'avion, je machin. Mais en réalité, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que c'est des histoires de timing, c'est des histoires d'équipement. Il faut être. Enfin, bon, après, il arrive plein de tuiles. Plus vous empilez les briques, plus vous avez des chances qu'il arrive des tuiles. Oui. Donc, parachute s'ouvre pas, il y a un problème de parachute. Le moteur du Zodiac tombe en panne. Si on infiltre par la mer, bah, en fait, le système de recycleur, il y a un problème. Bon, bref, il peut y avoir plein de tuiles. Et il nous en est arrivé plein, hein, voilà. Mais du coup, ça nous oblige aussi à avoir cette intelligence de situation en amont de ce qui peut paraître être la partie la plus sexy, hein, qui est voilà, enrouler des portes, entrer dans un bâtiment, aller chercher les méchants. Et on aime tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment la fin de la mission et c'est souvent pas ce qui est le plus dur en règle générale. Alors, je parle surtout dans le cadre de menaces asymétriques où on a une grosse armée face à des groupes, des petites cellules terroristes. Bon, ça, généralement, ça se passe assez bien, même s'il y a un risque toujours. Hein. Mais ce qui est dur, c'est vraiment la logistique derrière. Quoi. D'ailleurs, Eisenhower, il avait cette phrase que j'aime bien. Il dit les amateurs parlent de stratégie et les professionnels parlent de logistique. Ouais. Et c'est pas faux. C'est beaucoup de logistique. Et puis, il faut le tolérer, quoi. C'est-à-dire que là, rien que la mission que je viens de présenter, c'est des missions qui sont déjà faites. Bah, en fait, c'est des heures et des jours de préparation. On arrive au début de la mission, on monte dans l'avion, on est déjà crevé. Et on sait qu'on en a pour 6 heures de transit, un saut en parachute à l'issue, on se fait récupérer par le bateau, peut-être qu'on fera une petite pause sur le gros bateau derrière, mais après, c'est pour repartir sur une infiltration maritime. Bref, voilà. Ouais, Donc, bien sûr, effectivement, on va toucher un peu à tout et donc c'est surtout ces vecteurs qui vont nous rendre intéressants, on va dire, comme unité, parce que sur le papier, on peut tout faire. ouais, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Tu as dit plein de choses intéressantes sur lesquelles je vais revenir. Tu nous parles beaucoup de la notion de mental. Selon toi, dans les, alors c'est jamais bon de faire une généralité, mais en tout cas, quelle est l'une des valeurs mentales, ou psychologiques qui va être la plus importante pour un commando marine ou de manière un peu plus générale, pour un membre d'une unité d'élite, comme celle dont tu as fait partie? Qu'est-ce qui pour toi est le plus important? Parce on peut parler de beaucoup de valeurs, d'abnégation, on peut parler de courage, on peut parler de capacité à gérer le stress et cetera. Pour toi, quelle est peut-être la plus importante? Je pense qu'il y en a quelques-unes. Là, pendant qu'on parle, là, je pense à trois trucs importants. D'une part, une qui est fondamentale et qu'on doit tout savoir, c'est le moral.
C'est-à-dire que même quand la situation elle paraît un peu pourrie, qu'on nous jette plein de problèmes à la figure, faut toujours qu'on garde le moral, quoi. Enfin, et voilà, que, je sais pas moi, ça nous est arrivé d'avoir des situations un peu pourries, hein. Je pense sur une opération où on était amené à assister des Rangers dans une embuscade un peu compliquée qu'ils avaient vécue. On avait nulle part où dormir, on s'est entassé dans un Algeco au fin fond du désert. On n'avait rien à manger. Il n'y a personne qui bronche, en fait. Personne qui se met à pleurnicher, à dire ah j'ai soif, ah j'ai faim. Et ça amène un peu le deuxième truc, c'est que d'une part moralement, il faut se dire bah de toute manière on a déjà été éprouvé, on sait qu'on peut tenir un peu. Enfin voilà, on n'est pas des surhommes, mais on sait déjà juste qu'on peut tenir. Donc, ça c'est intéressant. Ça veut dire que si au bout de 24 heures on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on sait qu'on va pas mourir. Et de l'eau on va en trouver, de la nourriture on va finir par en trouver. On n'est pas inquiet quoi. Donc déjà le moral est stable. Donc ça veut dire que dans le groupe, en fait, c'est pas parce que voilà on saute un repas, qu'on dort pas toute la nuit, que machin, que ça y est, les performances vont se dégrader parce que moralement on tient plus. Non, le moral il sera toujours là, ça y a pas de problème. Ensuite il y a la capacité d'invention, la créativité. En gros on passe tous par un filtre qui est extrêmement fin et on en parlait au début. Hein, c'est un peu comme dans l'aviation, c'est le temps d'acquérir les bases. Donc on a un stage qui est assez long, qui fait qu'à la fin on sait qu'on est tous disciplinés, on est tous sérieux dans ce qu'on fait, on est tous disciplinés. Mais en plus de ça, à un moment, on arrive à acquérir une certaine créativité. Et ça, c'est une bonne clé pour nous sortir de pas mal de problèmes. Donc, je me rappelle toujours la mission dont je parlais, là, où on était allé assister des Rangers. On était arrivé, on n'avait rien à manger. En gros, on avait une barre de céréales chacun. Ça faisait 12 heures qu'on n'avait pas mangé. Et, euh, et en fait, il y a un gars du groupe qui a dit oh, moi j'ai vu des gars. On a posé dans une. On savait même pas dans quel pays on était. On avait changé de pays, on savait même pas où on était. C'était une émission qui se fait en crash, en urgence. Et donc, on savait pas où on était. Mais on a vu des mecs au loin dans la nuit. Et il y a un mec, il a dit, ah bah tiens, moi j'ai un peu de monnaie locale, machin, je vais aller voir. Et puis il est parti, il est revenu avec plein de, plein de sucreries, des trucs à manger, enfin. Et personne n'était étonné. On était tous là, ouais, bien joué, bon, c'est bien. Et en fait, parce qu'on est toujours en train de se débrouiller. Vous mettez un commando marine n'importe où, ou un commando de manière générale, il va toujours se débrouiller, en fait. Vous le mettez dans la forêt, vous revenez 2 semaines plus tard, le mec, il a fait une cabane dans l'arbre, il a un feu, il a trouvé un point d'eau, enfin voilà, il se débrouille le gars. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut avoir donc ce moral, voilà, on garde le moral, et en plus, on arrive à être un peu créatif, on va s'inventer des solutions. Et ça, même dans le business, moi je le vois, hein, enfin dans l'entrepreneuriat, je vois les mecs qui arrivent à trouver des solutions à leurs problèmes et ceux qui calangent complètement dès qu'il y a un problème qui est opposé et les gars se disent ah bah c'était la solution que je voyais, le problème ça ne fonctionne pas, le problème est toujours là, ah bah je me mets en PLS et je dors quoi. Et il y a beaucoup de gens en fait qui sont comme ça et c'est pas un reproche mais c'est juste que on nous apprend typiquement à nous dire bon ok la situation est pas bonne mais on va trouver une solution, on va y arriver. Donc ça c'est intéressant. Et le troisième truc que j'aurais ajouté c'est la maturité. C'est-à-dire qu'il faut être assez mature quand on est dans ces unités-là, parce que c'est plus des jeux d'enfants. Enfin, clairement, on est au contact. J'ai des copains qui sont morts, j'ai des copains qui sont blessés graves, des copains qui manquent des segments, qui se sont pété le dos. Enfin, voilà, et il faut être hyper mature. Il faut se rendre compte que on joue pas quoi. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux et il faut en avoir conscience. Et pour ça, il faut être quand même un peu mature et se dire, ok, c'est un jeu sérieux qu'on fait. On fait pas n'importe quoi parce que c'est fun, parce que c'est machin, parce que sur la photo ça va faire bien, sur Instagram ça rendra bien. Non, on n'est plus là en fait. Et ça je le vois parce que dans beaucoup d'unités, les gens prennent pas leur métier très au sérieux. C'est-à-dire qu'ils aiment leur métier et tout, mais bon, ça se passe pas hyper bien, ça leur est égal, ils ont un petit hobby à côté, un truc. Là, c'est des gars, leur métier c'est leur hobby. Ouais. Donc il y a pas de OK, à côté, j'aime bien le BMX, je vais faire de la compète. Non, il n'y a pas tout ça. C'est terminé ça. On est 100% focus sur le métier et c'est dur et c'est pour ça qu'il faut être mature par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir pris cette décision de se dire en fait mon métier c'est ma vie quoi. C'est vraiment et après une fois de plus hein, c'est un métier avec plein de facettes donc on peut faire plein de choses hein. Si on fait pas du BMX, on peut faire moi je connaissais des gars qui prenaient leur planche de surf partout où ils allaient, dès qu'il y avait des vagues, ils essayaient de taquiner les vagues ou qui plongeaient et la plongée c'était devenu leur passion donc en fait dans le métier il y avait leur passion aussi et voilà bref. Donc Alors après, et ça, c'est des trucs qui sont importants. est-ce que tu penses pas, tu parlais, justement de cette notion, à la fois de maturité, de professionnalisme, c'est un mot
en effet, qui aujourd'hui, a perdu un petit peu de son sens. Est-ce que tu penses que le fait justement, alors je connais déjà un petit peu ta réponse et elle va tomber sous le sens, mais si tu peux, élargir un petit peu ça. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la notion d'engagement de sa vie finalement, sur des missions où, bah, lorsque vous partez en mission, c'est quand même des missions à haut risque où votre vie est engagée. Est-ce que tu penses que ça aide à gagner en professionnalisme? Même si comme je te disais, je connais, je pense déjà ta réponse. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend, à être professionnel? Ou est-ce que tu penses que, les missions qui vous sont confiées, vous amènent à être obligé d'être professionnel? Quel est ton point de vue, là-dessus? En fait, je pense, moi, je suis devenu professionnel le jour où j'ai rencontré des professionnels. Le OK. jour où je suis rentré en commando, en fait, où je suis arrivé au stage et voilà. Les instructeurs, ils nous, ils nous affinent dans la sélection pour justement on devienne des bons professionnels. Et, et après, on arrive en commando et on se rend compte que tous les gars autour de nous sont professionnels. C'est-à-dire que moi, j'arrive au briefing, je briefe une situation tactique, admettons. Euh, le gars me reprend, l'instructeur me reprend, ou mon cadre moins de plus un me reprend en me disant ça va pas, machin. Et en fait, le mec à côté de moi, lui, il a déjà quatre solutions. Il a déjà anticipé OK. que ce truc-là qu'on avait proposé au briefing était peut-être un peu audacieux. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Imposer hélico à peu près d'un objectif. On se dit bon là c'est compliqué. Mais en fait le gars il a déjà anticipé ça et il a déjà trois éléments de réponse à ça. Ce qui fait qu'en fait ça passe, c'est bon, c'est validé. Alors que le gars non professionnel que je pouvais être, bah en fait on lui dit ah bah non ça je suis pas d'accord, l'hélico peut se tromper de l'objectif. Ah, Ah oui, d'accord, ouais. et Ouais. là on se retrouve un peu ah ouais ah bon. Et en fait ça c'est un peu une des caractéristiques, c'est toujours avoir un plan B quoi en gros. Est-ce que tu penses Mais enfin, en tout cas dans ta carrière, c'est peut-être ce que tu as vécu, vous avez peut-être souvent beaucoup plus, opté pour le plan B que finalement pour le plan A? Parce que quand tu disais qu'il y avait une multitude de paramètres ouais. qui pouvaient changer et cetera, est-ce que tu aurais une idée à peu près, du ratio, entre ce que vous avez prévu et ce que vous avez réellement fait? Quel est ce delta un petit peu que tu vas avoir entre ce qui était prévu et ce qui a été vraiment fait? Ouais, c'est difficile, je pense 10 à 20%. Dans 10 à 20% des cas, on déclenche le plan B, mais c'est assez rare en fait. D'accord, OK. C'est assez rare. Mais le Tout tout, est c'est de tellement pouvoir bien dire, planifié, en fait. ouais, tout est bien planifié. Et en fait, on est obsédé par la planification. Hein. Une fois de plus, ça c'est un truc qu'on dit, la planification, c'est 80% de la mission. Et c'est vrai, une mission bien planifiée, bien renseignée en amont, où on sait où est-ce qu'on va aller, on a pris le temps de façonner l'adversaire, façonner l'environnement, etc. On sait le chemin d'accès idéal à la maison, celui par lequel on ne pourra pas passer. Bah, en fait, ça permet de faire le gros du travail. Et après, on se prévoit un plan B. Si vraiment, ah bon, on peut pas accéder par la maison par là, on a identifié que peut-être il y a un petit chemin qui passe derrière. Ça pourrait être empruntable. Modulo, voilà, tel opérateur qui lui portera le bouclier, donc ça va être difficile pour lui. Donc on propose de ne pas y aller avec un bouclier à ce moment-là parce que le chemin est trop abrupt. Donc il laissera le bouclier à l'intersection et on rentrera dans la maison sans bouclier. Ça, typiquement, c'est un plan B qu'on peut prévoir. Mais en fait, c'est pénible de se prévoir des plans B parce que ça demande du travail supplémentaire. Ouais, bien sûr. Et Et ça ça, je me rends sous-entend compte. et ça sous-entend qu'il y a peut-être aussi un manque de, alors pas un manque, ça serait peut-être exacerbé de dire ça, mais en tout cas, peut-être que je vais quand même le dire le mot, peut-être un petit manque de confiance à la solution A qui vous amène à réfléchir à un plan B. Donc Non, vous non, partez non. C'est vraiment. justement, c'est plus. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sentiment dans l'histoire. C'est D'accord, OK. pas, ah, je sens. Non, non, c'est automatiquement. Même si je le sens très, très bien, admettons Il y a quand même que toujours la possibilité. la maison, en fait, elle est vide. Et en fait, l'objectif, il est 3 kilomètres plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, d'accord. Est-ce qu'on y va? On n'y va pas? OK, si on y va, c'est quoi les conditions? Ah, bah, ça veut dire qu'en termes de délai, 3 kilomètres pour une infiltration, bah, en fait, c'est 1 heure. OK. Ah, ok. Est-ce qu'on peut se permettre 1 heure de plus? Ah bah attends, il y a d'autres éléments. Les hélicos. Les hélicos, ils vont nous attendre. Il faut qu'ils fassent le plein. Le drone, est-ce qu'il va avoir assez d'autonomie? Est-ce que nous, en termes de délai, on va agir de nuit, mais dans ce cas-là, la fenêtre horaire qu'on s'est donnée, est-ce que le jour va pas se lever au moment où on va intervenir sur la maison? Est-ce que si on a un chien, est-ce que le chien il pourra franchir le kilomètre de plus, enfin 3 kilomètres de plus? Est-ce que ça pose problème pour lui? Et donc en fait, il faut aligner tous ces paramètres, et donc c'est énormément de travail. Mais une fois que c'est fait,
en fait, on est serein, quoi. On arrive sur l'objectif, on se dit même s'il est pas là, si le mec si on dit qu'il est 3 km plus loin dans la maison secondaire qu'on soupçonne qu'il ait 5% de chance où il soit, ben, en fait, ça, on y arrivera aussi. Ce sera Ouais, peut-être en d'accord. dégradé, on se dit peut-être en dégradé, parce que peut-être que, je sais pas moi, pour une raison XY, on pourra pas amener tout le groupe, mais la moitié du groupe, mais au moins on y arrivera. On y arrivera. Et en fait, ça, c'est un truc que je vois partout, et on peut faire un parallèle avec le business assez facilement. Là, par exemple, on fait un podcast. Ok. Donc là, ça sous-entend plusieurs trucs. L'ordi fonctionne, il est chargé, il y a Internet, etc. Si là, boum, il n'y a plus d'Internet, on fait quoi? Si la connexion elle coupe là par exemple, Ouais. si toi ta connexion elle coupe, tu fais quoi? Parce qu'en gros, moi, je suis l'invité, je vais pas reprogrammer un truc, donc là, il va Bien falloir sûr, que tu trouves une solution rapidement, tu bien feras sûr. une coupure au montage, mais peut-être que tu vas prendre ton téléphone parce que tu sais que tu as la 5G à la fenêtre juste à côté de toi. Et tu te dis, bon, au pire, si ma fibre elle capote, j'ai la 5G juste à côté de moi, je relance le truc, tac. Et en fait, ça, intellectuellement, le fait d'avoir cette option-là, en fait, tu arrives plus serein. Si ton micro tombe en panne, tu dis, OK, je vais prendre mon petit kit voilà, que j'utilise tous les jours et ça passera. Ou mes AirPods, ça suffira, machin. Et en fait, c'est cet esprit-là qu'il faut avoir en permanence dans les opérations qu'on fait. Et en fait, finalement, c'est un truc qu'on peut faire aussi dans le business. Se dire, bah, en fait, je vais pas m'appuyer sur un seul truc parce que c'est un peu dangereux. Et on le voit que par nécessité aussi dans l'entrepreneuriat, et ça, c'est un truc que je découvre aussi, c'est un truc qui existe. Par exemple, quand tu montes une entreprise et que tu n'as qu'un seul client, en fait, ça va être un problème pour les investisseurs. Ouais. Parce que un seul client, ça veut dire une seule source de revenus. Le jour où il dit stop, tu n'as plus de source de revenus. Et parfois, certains même disent il faut que ton premier client il soit privé. C'est-à-dire que si c'est une entreprise publique, admettons, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu vends des ballons de basket. Tu vends des ballons de basket, ton premier client, c'est le ministère des Sports. Donc c'est une entreprise publique. Ouais, bien Donc tu as sûr. un gros marché avec eux, très bien, super, sauf que c'est ton premier contrat. Bah, en fait, les investisseurs vont dire non, non, non. Nous, on veut pas que ce soit du public, on veut que ce soit du privé. Parce que le privé, en fait, c'est plus facile, c'est plus souple, ça va plus vite. Donc en fait, Peut-être plus de gages également. ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, tu vas te dire, OK, je vais avoir le ministère, je sais pas moi, des sports pour vendre mes ballons de basket. Mais tout de suite derrière, au lieu de me dire, OK, comment je peux croître, trouver un autre marché public, machin, je vais dire, je vais sécuriser tout de suite un marché privé pour être sûr que si jamais tout part à volo, au moins j'ai ce petit client, même si c'est un petit client, c'est pas grave, il est privé, je sais que lui, il continuera parce que, je sais pas, moi, il alimente 3 clubs de basket ou 10 clubs de basket, et donc je sais que j'aurai une ressource par rapport à ça. Mais je me dis, ouais, il y a une espèce d'esprit de résilience, quoi, de me dire, il faut que là, ma mission, c'est que ma boîte elle fonctionne, donc en fait, il faut absolument que j'ai cette option B le plus possible. Je sais pas si c'est clair ce que je Ouais, dis ouais, ou bah, pas. parfaitement, Ouais. ouais, c'est très, très cl c'est très, très clair et du coup, là, tu viens d'aborder un mot, qui moi me parle beaucoup, c'est cette notion, justement de résilience. Mm. C'est quelque chose aujourd'hui qui manque un petit peu, je pense, dans notre société. Aujourd'hui, les gens, on est dans une société, où il faut que tout aille vite, où il faut que les gens aient très vite ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie. Alors, c'est même une erreur de dire ce dont ils ont besoin parce que la plupart du temps, ils n'en ont pas la nécessité absolue à l'instant T. Mm. Est-ce que cette notion de comment se traduit cette notion de résilience dans une unité comme dans les commandos? Puisque là, on sait quand vous allez souvent intervenir dans des milieux dégradés, dans des situations, difficiles, complexes, avec des éléments qui varient de manière, permanente. Comment s'exprime cette notion de résilience au sein d'une unité spéciale? Ça s'exprime surtout, voilà, déjà dans la planification, on en a parlé. Le fait de dire, tu me donnes l'objectif, moi je te garantis que dans 100% des cas, j'atteindrai l'objectif. Et pas 50% que s'il fait beau, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est déjà énorme en fait en termes de planification, c'est énorme et c'est difficile à faire. Hein. Enfin, on en parle comme ça à la légère, mais en vrai parfois c'est hyper difficile d'assurer que la mission soit accomplie jusqu'au bout. Il y a ça, et puis il y a à titre personnel, on va dire. Donc là c'est plutôt collectif. Là, à titre personnel, après, on est tous passés par des fourches codines, que sont les différents stages commando, qui font qu'on sait que quelle que soit la situation, on n'a pas de, on connaît nos limites déjà, c'est le premier truc. Parce que souvent on dit ouais, les forces spéciales, ils sont meilleurs que machin les autres. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'ils connaissent mieux leurs limites que les autres. Et je pense que la De par plupart la des gens connaissent, formation? de par la formation. En fait, la plupart des gens ne connaissent pas leurs vraies limites. Par exemple, souvent je fais ça en conférence, je demande les gens qui savent combien de temps ils peuvent travailler sans dormir.
Mais généralement, 99% des gens ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont jamais expérimenté déjà. Donc c'est le premier truc. Et d'autre part, parce que bon, les gens ne se sont jamais sentis le besoin de travailler sans dormir. Alors nous, bon, ça fait partie des épreuves qu'on va nous imposer. C'est des grosses charges de travail sans dormir. Et en fait, on voit jusqu'à quelle limite on peut arriver. Et donc déjà, ça nous permet de nous dire, ok, moi je suis serein pendant tant de temps avant que j'ai vraiment besoin de dormir. C'est pareil, on va dégrader notre confort, on va dégrader nos conditions de travail, ce qui fait qu'en fait, on aura besoin de moins pour 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 le quotidien, quoi. C'est-à-dire que là, c'était quoi déjà? Euh, on m'a proposé un truc là récemment et il y avait un problème de logement, je sais pas quoi. Et en fait, moi je leur ai simplement dit, en fait, logement, moi tu me mets un tapis de sol au sol, c'est parti quoi. Enfin, un sac de couchage tapis de sol, c'est parti. Et en fait, c'est un truc qu'on rencontre pendant les stages. C'est-à-dire que pendant les stages, on se rend compte qu'en fait, un tapis de sol et un sac de couchage, c'est déjà énorme. Parce que alors, dans les stages des commandos marines, c'est assez particulier parce qu'on est tout le temps mouillé. Ouais, c'est un truc, mais mouillé H24, donc ça c'est psychologiquement c'est très très dur. On se rend compte que c'est très très dur. Sur le papier, ça n'a pas l'air dur du tout. On se dit bon, le mec est mouillé, ok, en quoi ça change? On est un peu plus lourd, d'accord, mais c'est pas. En fait, si moralement c'est hyper dur. Enfin, moi en tout cas moralement c'était hyper dur. Ouais, bien sûr. Et je pense que pour beaucoup de gens c'était Pour tout le hyper monde, dur. ouais. Mmh. Ouais. Mais mais du coup, une fois qu'on enfile un treillis sec, ah bah là c'est 4 étoiles quoi. Là, on se dit ah ouais, là, c'est confort, on est bien, on est Mmh. léger, on est au sec, et donc on n'a pas la même perspective des choses quoi. Donc on se rend compte qu'en fait on peut supporter, on peut tolérer des situations très dégradées. Et donc ça aide psychologiquement à se dire bon voilà, si je dois manger des pâtes pendant un mois et peu dormir, en fait je serais toujours mieux pendant mon stage commando où je dormais dans une flaque tous les soirs. Enfin j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quoi. C'est de se Ouais, dire bien sûr. je vous fais des rations de combat tous les jours, je dormais dans une flaque, mais en fait ça mine de rien ça endurcit. Et moi je sais que j'ai gagné des clics de maturité, mais alors je suis pas sorti le même homme que j'étais rentré. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que j'ai vu des trucs. Je veux pas exagérer, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça a changé ma perception Oui, du bien monde, sûr. et ça a changé les choses vraiment de manière importante. Et une fois de plus, c'est aussi au contact de professionnels qu'on découvre en fait ce que c'est un vrai professionnel. Ça affirme le caractère, etc. Et donc, soit en gros, on arrive à rester en unité commando et on, on arrive à se faire son trou et à affirmer son caractère. Bon, soit on dégage rapidement, soit au stage co, soit juste après. Ouais. Et, euh, et c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est juste qu'on n'est pas fait pour ça et c'est comme ça. Euh, et moi, ça m'a beaucoup frappé. J'en parlais l'autre jour avec une amie, c'était assez marrant. Euh, un jour, donc on va souvent à Djibouti pour se former OK. parce que c'est un environnement désertique, assez montagneux, assez intéressant. Et on a un camp là-bas. C'est là, c'est Djibouti, c'est pas là où il y a une espèce d'énorme base, Ouais, il y a une énorme base française. Alors, ce ouais, qui est marrant, c'est un c'est truc qu'il y a assez une énorme, énorme quoi. base française là-bas, militaire, mais nous, on n'est pas dans la base. On est complètement excentré, on est OK. à 1 heure et demie de bagnole sur des Ah oui, routes d'accord. pourries, et on est dans les reliefs, on a un camp dans les reliefs. Et quand on doit sauter en parachute sur la zone, en fait, les avions, ils nous attendent dans la grande base militaire. Donc en fait, ça veut dire OK. faut se lever très tôt parce que les avions se lèvent tôt, parce que la chaleur fait que il faut faire les sauts assez tôt, sinon il fait trop chaud dans la journée. Et toutes les performances se dégradent, enfin bref, c'est pas intéressant. Et on se retrouve à devoir faire des sauts très très tôt. Donc j'ai plus les horaires en tête, mais c'était de l'ordre de, on se lève à 4h ou 4h du matin pour prendre nos parachutes, descendre dans la grande base qui a 1 heure et demie de bagnole. Et là, on prépare nos parachutes pour se préparer à sauter, et donc on nous met dans un hangar. Et là, il y a un gars, donc on s'installe, on fait nos vérifications, etc., pendant que les pilotes sont en train de briefer, et ils vont préparer l'avion pour que nous, on puisse aller sauter, etc. Donc le jour se lève, machin. Et je me souviens très bien, il y avait une partie du hangar qui était réservée à des hélicos ou un truc comme ça, mais c'était pas très clair, c'était pas bien défini. Et puis bon, il était 6 heures du matin, soyez indulgents s'il vous plaît. On vient d'arriver, on est mal réveillé. Et je me souviens très bien qu'un gars nous a sauté dessus, un adjudant du coin qui faisait son boulot, hein, qui devait être responsable justement de ce parking hélico ou je sais pas quoi, et qui commence à nous engueuler en nous disant, bah en fait, vous n'êtes pas dans le bon emplacement, mais de manière extrêmement agressive. Bon.
est tombé sur les mauvais clients. Il y a un chef de groupe qui l'a attrapé tout de suite et qui lui a dit, tout simplement, hein, il l'a attrapé, il lui a dit, déjà c'est bonjour. Alors, c'est tout con, hein, mais Ouais, déjà bien c'est sûr. bonjour. On vient d'arriver, on vient de poser nos parachutes, et ensuite il s'est expliqué très simplement. Et le gars qui est arrivé en hurlant, en fait, il a baissé de 10 tons et il est devenu gentil comme un agneau et ça s'est très bien passé. Et pour moi, c'était une leçon parce que moi, j'avais tendance, en plus, c'était quand j'étais, enfin, voilà, j'étais jeune en commando, euh, et j'avais tendance à un peu m'effacer, à essayer de faire en sorte que ça se passe bien, etc. Et quand on est jeune en commando, honnêtement, c'est comme arriver dans une mode de loup, faut faire son trou et généralement, on fait pas trop de vagues, quoi. Et le fait d'avoir vu sa réaction, en fait, je me suis dit oui, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit même si je suis en tort, en fait, j'ai quand même droit au respect, quoi. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. c'est un truc con, mais on se dit bon, bah, je suis en tort, ok, le gars il m'engueule, c'est normal. En fait, non, non, en fait, même si je suis en tort, enfin, je commets pas de crime, je me suis planté dans la disposition de mes parachutes, machin. En fait, le gars, il peut me parler correctement aussi. Il Mmh. est 6 heures du mat, personne n'a petit déjeuner, c'est bien pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Et j'avais trouvé ça intéressant. Et en fait, typiquement, c'est le genre de truc qui m'avait forgé, quoi. En fait, je me suis dit, mais en fait, non, il faut pas que je me laisse marcher dessus. Et c'est plein de petites itérations comme ça qui font qu'à la fin, bah, on s'endurcit un peu, on s'équilibre un peu dans son caractère aussi, je pense. Et aujourd'hui, on peut plus m'attraper par le col et me dire, j'ai rien à faire là. Ouais, c'est ce qu'on appelle, enfin, moi, c'est ce que j'appelle, plus communément, alors il y en a qui l'appellent expérience, moi j'appelle ça le vécu. Ouais, Et je rejoins parfaitement, l'ensemble de tes propos et tu vois? Alors moi, dans une mesure, tout à fait, différente, j'ai eu de la chance, à l'âge de 10 ans de partir, faire un voyage humanitaire, en Afrique durant 1 mois et demi avec mes parents et excellent. ouais, c'est je pense une aventure de vie absolument, incroyable et comme tu dis, c'est plein de petites choses qu'on peut entrepercevoir au quotidien où on se dit quand on revient, en fait, sur l'instant T, on s'en rend pas forcément compte, mais en tout cas, quand on prend un petit peu de recul, quand on revient en France, on se dit: «Ah ouais, OK, d'accord». En fait, là, on prend vraiment conscience du confort, Ah qu'on ouais, a lorsqu'on en sort, en fait et ouais. ça rejoint parfaitement les propos où tu disais: «Il faut être confronté à cette réalité, à une Mm. certaine réalité pour se rendre compte, en fait, du confort, qu'on a» et surtout d'aller rechercher un petit peu la difficulté dans son quotidien. Est-ce que tu penses aujourd'hui, au vu alors sans faire, vraiment une analyse, approfondie de la société, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que je pense que les gens manquent un petit peu ils manquent un petit peu de vécu. Beaucoup trop de gens, finalement, vivent dans leur confort et dès qu'il y a, un petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage, ça devient très vite compliqué pour les gens. Alors je vais peut-être te poser une question qui sera, enfin, ou sur laquelle tu vas pouvoir répondre, mais, est-ce que toi tu as fait le service militaire déjà? Ou est-ce que c'était déjà Non, je suis quelque trop chose qui jeune. n'existait Je suis plus? trop jeune. OK, Ouais. d'accord. Et est-ce que tu penses pour le coup que de remettre le service militaire ou de refaire un service militaire peut-être, revisité, pourrait être quelque chose qui pourrait véritablement changer, les générations à venir, notamment les jeunes qui parfois sont un petit peu en manque de repères et c'est vrai que c'est un truc que j'aime souvent dire, alors je ne sais pas si tu en as peut-être eu écho, mais moi c'est un truc sur lequel je regarde chaque année en fait cette analyse. Il y a un truc, tu sais, sur l'ONICEP, c'est, tout ce qui est orientation professionnelle et cetera Ouais. des collégiens et des lycéens et chaque année, le classement est quasiment le même. C'est-à-dire que les souhaits des gamins, c'est tout le temps des corps, alors, type l'armée, les pompiers, la gendarmerie, enfin, c'est toujours des corps, où il y a une rigueur et il y a une certaine, Un peu martiaux, quoi. des voilà, c'est ça, qui se retrouvent en tête, des souhaits des gamins. Est-ce que tu co comment toi tu analyses ça? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, même si on dit qu'il faut, on a toujours tendance à parler d'éducation positive et cetera, de ce genre de choses. Est-ce que tu penses que, du coup, l'armée pourrait être, peut-être une alternative intéressante dans le fait de prendre des enfants et alors je vais extrapoler mes propos, mais de dire d'en faire des hommes, mais en tout cas d'en faire des individus, avec des valeurs. Est-ce que tu penses que l'armée peut être une solution et une alternative, à la société à l'heure actuelle? Alors, il y a beaucoup de questions Ouais, c'est large. dans tes questions. Ouais, mais c'est intéressant. En fait, pour la première partie, je pense qu'il y a toujours eu une partie de population un peu plus rustique et une partie de la population un peu plus souple. Quand tu regardes dans l'histoire des civilisations, tu trouves une constante dans tous les pays du monde.
entre les populations des plaines et les populations des montagnes. Les populations des montagnes, ils considèrent toujours les populations des plaines comme des branleurs, pour, la, pour le dire simplement et vulgairement. Tandis que les populations des plaines considèrent toujours les mecs des montagnes comme des mecs complètement bizarres, égoïstes, perchés. C'est le cas partout. Hein. Enfin, moi, j'ai des Pyrénées-Atlantiques, j'ai toujours vu entre les mecs des montagnes des Pyrénées et des mecs de la vallée. Il y a toujours eu ça, partout. Que ce soit même en Afghanistan, entre les talibans et les Pashtuns. Les Pashtuns, c'est un peuple des montagnes, en fait. Et donc, ils ont jamais été en accord avec les talibans parce que les talibans faisaient partie des populations des plaines. Et en fait, les Pashtuns, c'est des montagnards. Pareil pour les Méo en Indochine. Les populations thaï, qui étaient la population des vallées et des plaines, c'est eux qui étaient transformés en communistes. Et c'est les populations Méo qui se sont rebellées contre eux parce que c'est les populations des montagnes. Mais parce que ils n'ont pas attendu le communisme Ouais, bien pour sûr. se fâcher, quoi. Ils ont toujours été fâchés. Et en fait, dans la société, de manière générale, alors c'est juste une image, mais qui est importante, je pense, de comprendre, c'est que dans la population, il y a toujours eu des gens plus ou moins rustiques, des gens plus ou moins sensibles au confort, etc. Après, les proportions changent, mais de toute manière, il n'y a jamais eu de population avec des gens tous hyper rustiques, etc. Et même les niveaux de vie aujourd'hui font que le développement général économique fait qu'en fait, Ce podcast est sponsorisé par Northern Spirit, marque française de textiles dédiée à l'entraînement fonctionnel. Vous pourrez donc retrouver une large gamme de produits alliant confort et durabilité lors de vos entraînements. Tu veux donc combiner look et performance? Alors rendez-vous sur www.northernspirit-sport.com. il y a beaucoup de populations qui sont de plus en plus enclins au confort. Après, en termes de proportion, enfin, je saurais pas dire, mais ça existera toujours. Enfin, voilà. Ouais, bien Faut sûr. pas s'imaginer que même chez les Spartiates, enfin, il y avait des mecs qui étaient familiers du confort, quoi. Enfin, voilà. Au bout de 20 ans de campagne militaire, le mec il se calait dans sa villa et cultivait il supervisait sa culture de céréales et puis vivait une vie tranquille, voilà, avec sa famille. Donc, et c'est un attachement au confort du coup qui est très différent. Euh, donc tout ça pour dire, je pense que ça c'est difficilement définissable et voilà, ou difficilement quantifiable, on va dire. Mais en tout cas, il y a toujours cette différence et elle disparaîtra jamais. Voilà, ça il faut le Ouais, bien garder en sûr. compte. Et l'histoire nous le montre. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire du service militaire et de la transmission de valeurs, en fait, le service militaire c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc l'idée ici, c'est de bien se poser les bonnes questions dans le bon ordre. Moi, c'est ce que je vais répondre à cette question, mais en fait, c'est la réponse que je fais à chaque fois qu'on me demande la question du service militaire. C'est en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'objectif final, en fait? Parce que dans l'armée, on appelle ça l'EFR, l'effet final recherché. C'est-à-dire qu'on peut passer par des étapes, mais c'est quoi, au bout du compte, que vous voulez? Et donc, si c'est inculquer des valeurs à des gosses, oui, et lesquelles? Et c'est quoi ouais, c'est quoi le contour de ces valeurs? En fait, de quoi elles sont composées, Ouais, bien etc. sûr. Et en fait, c'est de ça qu'il faut partir pour ensuite aller chercher les moyens. Euh, c'est euh, c'est bête, mais en fait, toutes les missions sont composées comme ça, et c'est comme ça qu'il faut construire. En fait, ça s'appelle la stratégie, c'est tout bête, hein, mais c'est de se dire, ok, c'est quoi mon objectif final? Je ne dois pas avoir de fascination de moyens, parce que c'est souvent un truc qu'on a. Hein. Je sais pas, moi, il y a un nouvel outil qui sort, on se dit, ah, je vais l'intégrer à ma boîte, il le faut, machin. C'est une forme de fascination de moyens. En fait, ce qu'il faut, c'est se dire, est-ce que mon objectif est adapté? Alors après, on peut changer le FR, hein, on peut changer l'effet final recherché, mais à chaque fois, il faut remonter. Donc pour la question du service militaire, la vraie question sous-jacente, c'est c'est laquelle? C'est est-ce que je veux inculquer des valeurs à mes jeunes? Et auquel cas, est-ce que le service militaire, c'est le bon moyen? Ouais. C'est plus ça la question, en fait. Et Ouais, pas bien sûr. tant, Puis c'est est-ce que est-ce qu'il faut mettre le service militaire? En fait, c'est un ouais, moyen. ça n'a pas forcément de sens, ouais. En fait, ça a un sens à partir du moment où on a un objectif final. Mais si on n'a pas d'objectif final, en fait, les moyens ne servent à rien. Parce qu'on ne sait Bien pas où sûr. est-ce qu'on va aller, en fait, avec. Ouais, bien sûr. Donc,
Voilà. Donc moi, je sais que c'est une réponse qui est pas hyper satisfaisante, mais en réalité, la question est complexe et je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aient défini leur FR, leur effet final recherché. Et dans toute la circonscription, que ça veut dire, enfin, pas la circonscription, dans le, pardon, j'ai pas le mot. Dans la globalité. Ouais, dans la globalité, avec le bon contour. Quel contour est-ce qu'on veut donner à ça exactement? Quelle circonférence on veut donner à ça et à quoi ça doit ressembler pour ensuite se dire, OK, parce que si une fois qu'on a trouvé l'effet final recherché, on se dit, ah bah peut-être que le moyen, c'est pas le service militaire, mais plutôt, j'en sais rien, moi, le développement du ministère de la Culture dans tel domaine, ou, enfin, j'en sais rien, parce qu'en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est Bah, c'est-à-dire, je pense d'abord. qu'aujourd'hui, je pense que ce qui manque, on a parlé beaucoup des valeurs d'engagement, de résilience, etc., de discipline, de rigueur, etc. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup posent cette question de savoir si le service militaire pourrait être une solution. En tout cas, moi, c'est de la conception que j'en ai. C'est de me dire aujourd'hui, sans doute que le cadre militaire est peut-être l'outil qui va être le plus adapté à répondre à la question d'aujourd'hui des enfants qui sont un petit peu en recherche de leurs limites, parce que l'armée aussi, je pense, amène met face à certaines limites, comme tu as pu Ouais, le bien dire. sûr. Mais bon, on Je comprends tout à fait. Je déplace les comprends tout à étapes. fait la question, hein. Ouais, bien J'entends sûr. parfaitement. Ouais. Mais les enfants qui cherchent leurs limites, est-ce que la Est-ce que réponse, c'est le l'armée. service militaire? Ouais. Est-ce que c'est ça la réponse? Et qu'est-ce que ça Ouais. veut dire, les enfants qui cherchent leurs limites, en fait? Même ça, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Ça Mm, veut mm. dire quoi, leur limite sociale, leur limite physique, leur limite mentale? Et quel intérêt est-ce que les enfants ont à chercher leurs limites? Enfin, est-ce que c'est vraiment quelque chose? Donc, c'est pour ça, je pense que la problématique n'est pas définie. Euh, Correctement ou précisément en tout cas à chaque fois qu'on Ouais. m'a posé la question. Parce qu'à chaque fois Ouais, que je bien sûr. dis pourquoi faire, en fait, les réponses sont nébuleuses. Il n'y a jamais de réponse précise. Mm, mm. Si on me dit bah, parce que je veux que la moyenne du 100 mètres augmente d'une seconde pour tous les moins de 20 ans. Ouais. Bah là, on est sur un truc précis, quoi. Ah bah ok, bon, bah très bien, mais là, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler l'athlétisme, on va développer l'athlé chez les jeunes, on va travailler l'alimentation, on va faire plus de cours sur l'alimentation, enfin j'en sais rien, ou sur le cycle de sommeil, sur machin. Et à la fin, notre objectif, c'est bien donc un truc mesurable qui est, ok, Quantifiable. voilà, quantifiable. La moyenne au 100 mètres, c'est tant pour les jeunes, c'était tant il y a 5 ans, tant il y a 3 ans, là c'est tant cette année, et je prévois d'avoir tant dans 3 ans. En fait, c'est bête, je dis ça, mais en fait, il y a beaucoup de pays qui planifient comme ça. Voilà, la Chine, Ouais, c'est bien sûr, comme bien ça sûr. qu'ils planifient. Ah bah, de toute façon, tous les pays à haute planification, entre guillemets, pour même Ouais, arrêter sur ce terme-là, la Chine, la Russie fonctionne aussi beaucoup comme ça. ouais, Heu, ouais. c'est des pays, d'origine, communiste, donc forcément que tout ce qui est planification et cetera, c'est des choses, qui sont, attraites souvent à ce type de régime, hein, Bah, si je ne pas m'abuse. seulement, hein. En fait, le problème, c'est que tout ça, c'est attaché normalement à une stratégie, ça découle d'une vision. Et en fait, il faut avoir une vision pour l'ensemble. Se dire, bah, c'est quoi ma vision? Est-ce que je veux faire de mon pays et de ma jeune génération des Spartiates? Ok, bon, Ouais, bah là, au moins, j'ai une vision, quoi. Maintenant, on va le décliner. C'est quoi un Spartiate? Ça ressemble à quoi? En quoi est-ce qu'on peut ressembler à un Spartiate? Comment on éduque un Spartiate? Et là, ok, on a plein de sous-questions à laquelle va répondre la stratégie aujourd'hui. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est calé sur une vision. Et la vision, c'est je veux que mes jeunes soient des spartiates. Aujourd'hui, il n'y a pas ouais. ça. Et en fait, c'est pas propre aux communistes. Alors, eux, ils l'ont parce qu'ils ont des visions globales. Euh, Et surtout je pense peut-être très précises, peut-être même un peu trop oui, précises mais en dans certains fait, cas. pourquoi elles sont précises? Elles sont précises parce qu'elles sont développées jusqu'au bout à partir d'un axiome principal, hein, une idée Ouais, principale. On regarde la Chine. La Chine, ils ont fait les 100 ans du communisme, du Parti communiste chinois en 2021, je crois. Et ils ont fait le premier secrétaire a fait un long discours dans lequel il énumère les étapes pour arriver à son effet final recherché, que la Chine ouais. devienne une grande puissance mondiale, etc. Et il énumère les étapes. Donc forcément, quand on a ça, ah bah là, on a libre cours pour développer le truc, se dire, ok, une des étapes, c'est la route de la soie, la route énergétique. Ok, bah là, je peux faire un truc méga chiffré. Parce que je peux dire, bon, bah, l'objectif, c'est qu'on devienne une puissance mondiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas moi, la route de la soie, il faut que s'étende de ce temps à temps, parce que c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que ça va desservir tous nos alliés. Très bien. Et donc là, derrière, on peut faire un développement chiffré. Et c'est là où c'est suffisant, parce qu'on se dit, ah ouais, là, c'est si chiffré, c'est bien. Mais si on ne s'attache qu'au chiffré, en se disant, ah bah, je vais développer, je sais pas moi, les oléoducs tout le long des pays du Moyen-Orient dans telle et telle direction, mais si on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est mort. C'est mort. Le projet ne tiendra pas. Ouais, bien C'est sûr. bête, hein. Mais parce que
l'humain a besoin d'une vision globale. Un exemple précis. Nous, c'est ce qu'on fait dans l'armée. Hein. Il faut avoir un objectif global pour pouvoir décliner, enfin une vision globale pour pouvoir décliner en stratégie, puis en tactique, puis en micro-tactique. C'est Kennedy qui visite le président Kennedy dans les années 60, qui visite la 50 ou 60, 50 même, non 50 je pense, qui visite la station de Cap Canaveral où ils font le lancement des fusées, américaines. C'était pendant la course aux étoiles, où ils font la course avec les Russes. Et c'est une visite aussi officielle. Et là, bon, j'ai pas le détail, je sais pas ce qui se passe exactement, mais en gros, ils prennent soit un mauvais virage, ou alors il y a un des opérateurs de la station qui a mal compris les consignes et qui est sur le chemin, en gros le chemin de la visite officielle croise le chemin d'un balayeur qui est là, qui balaye la station, quoi, parce que voilà. Et Kennedy lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et le gars lui répond, j'aide mon pays à aller sur la Lune. Ouais, c'est une image incroyable. Ouais, sauf que l'image incroyable, en fait, elle est très claire. Moi, États-Unis, mon objectif, c'est aller sur la Lune. Enfin, je veux dire, ça, je suis désolé, mais ça, c'est clair. On sait où on va. On va sur la Lune. Alors, peut-être pas demain, peut-être pas dans 6 ans, peut-être pas dans 10 ans, on n'en sait rien, mais on sait que c'est l'objectif, quoi. On comprend la vision, en fait. Devenir une puissance interplanétaire. Enfin, j'en sais rien. mais la vision, elle est calée. Et donc, derrière, ça découle. OK, donc il nous faut, puisqu'on va aller sur la Lune, il nous faut une grande puissance spatiale. Donc, on va créer une agence. OK, l'agence, il nous faut des mecs un peu solides. Donc, on va aller voir les écoles, on va favoriser les champions d'astrophysique, on va favoriser nos ingénieurs, nos machins, etc. Il nous faut une industrie aussi fine pour construire des satellites, construire des navettes. Enfin, tout découle derrière, en fait. Mais il faut cette vision. Le font très bien. Je pense mais les Américains font très bien. Les Américains sont très très bons là-dedans dans le fait d'intégrer et de faire prendre part au projet du pays les populations. Si on prend l'exemple du sport, les États-Unis se revendiquent et veulent être la plus grande puissance mondiale en termes de sport et de résultats sportifs de manière générale. Bon, ils se donnent les moyens et les gens sont clairement au fait de ce qu'il en est et de ce que veut faire le pays. Et je pense que, peut-être qu'en France, c'est peut-être quelque chose de problématique. Et est-ce que par le biais de l'armée, tu as pu t'en rendre compte, même si je pense qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'était Alex que j'avais écouté dans un podcast et qui disait aujourd'hui, je pense que la France est l'une des meilleures armées du monde. Et pourtant, c'est assez marrant parce que on peut être l'une des meilleures. On fait partie sans doute des meilleures armées du monde, mais on a du mal quand même, j'ai l'impression, à être fier de notre armée et de nos militaires. Est-ce que toi, tu l'as perçu comme ça quand tu étais encore dans les opérations, ou c'est une image peut-être erronée que je peux avoir? Alors, je vais répondre en 2 points parce qu'en fait, il y a une question précédente là qui m'intéresse. Donc, je note juste le truc. En fait, pour reparler des États-Unis. Ouais. Donc, tu as dit les États-Unis, ils font ça très bien. Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça très bien? Ouais, je pense qu'il y a déjà un aspect culturel, et surtout il y a un amour pour le drapeau. Alors en tout cas, c'est comme tel que je le perçois. Moi, je suis d'accord avec toi, 100%. Sauf que ces 2 trucs que tu as évoqués, c'est des moyens, c'est pas la finalité, en fait. Une fois de plus, c'est des trucs qui découlent de quelque chose. Les États-Unis, eux, ils ont un axiome, ils ont une vision. La vision, c'est une vieille vision historique. Il n'y a pas grand monde qui connaît, mais en réalité, c'est le truc sur lequel ils s'appuient. Et ils font des références tout le temps, dans les discours, sur leurs billets de banque, etc. Il y a toujours cette vision qui est calquée. La vision s'appelle la destinée manifeste. C'est un truc qu'ils ont créé, que les pères fondateurs, je crois, ont créé pendant la conquête de l'Ouest. En gros, c'était pour dire, nous, on a une destinée manifeste qui est de devenir le meilleur pays du monde, machin, etc. Mais en fait, c'est un vrai truc, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste, ouais, on va devenir un grand pays, quoi. Ça, c'est pas une vision, quoi. C'est un héritage. Il y a une forme d'héritage, mais en fait, qui continue. Et donc, les mecs, ils savent où ils vont, quoi. Ils ont une destinée manifeste. Et d'où découle d'ailleurs à la fin de les discours, à chaque fois qu'ils disent God bless America, machin, etc. C'est pas juste
une religiosité un peu appuyée, machin. Non, non, ça découle de cette doctrine-là, en fait, de cette vision. Et donc c'est grâce à ça, enfin c'est de ça que découle aujourd'hui tous leurs grands plans, la conquête de l'espace, tous ces grands plans-là. Et ça, c'est un truc qu'aujourd'hui on n'a plus en France. Enfin, on avait avant, mais on n'a plus aujourd'hui ni en France ni en Europe. Et c'est important, enfin c'est important de le comprendre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a parfois une forme de marasme. En fait, on ne sait pas trop où on va. Et du coup, je vais rebondir là-dessus pour parler de nos forces armées. Je pense que nos forces armées sont parmi les meilleures du monde, si c'est pas les meilleures du monde. Pas forcément en termes de revenus, en termes de budget, comme on le sait, hein, les Américains sont loin devant tout le monde, mais en termes de résilience, d'inventivité, de créativité et même d'exécution. Enfin, les Français sont quand même assez forts. On est capable de déployer quasiment en autonome nos unités pour aller faire la guerre à n'importe quel pays sur la surface du globe. On a l'arme nucléaire, etc. Donc, on a quand même un truc de plus par rapport aux autres pays. Et sans doute l'expérience et l'histoire aussi. Ça découle en fait de la vision gaullienne. Hein. Gaulliste, gaulienne, je sais pas comment on dit. Ouais, gaulliste, je pense. Gaulliste, on va dire. Ouais. Bon, on statue sur gaulliste. Ouais. Ça découle d'une vision gaulliste, mais une fois de plus, mais qui est une vraie vision en fait, qui est une vision complète de quelqu'un qui connaissait sa littérature, qui connaissait son histoire et qui savait où la France pouvait aller en termes de projection, avec la notion de puissance d'équilibre, etc. Il y avait une vraie vision. Et en fait, c'est de ça qu'a découlé le TGV, toutes les grandes conquêtes spatiales, Ariane, l'avion, le Concorde, tous ces trucs-là. En fait, ça a découlé de cette vision-là. Et aujourd'hui, on n'a plus cette vision, donc ces progrès perdurent, hein, parce qu'on parle de, là, on en parle simplement, mais en réalité, c'est des échéances qui sont parfois centenaires, hein, c'est des doctrines qui s'étendent sur des siècles. Et là, en l'occurrence, on a plus, et en tout cas, on a plus que des visions parcellaires par moment. On a un objectif précis et ça se passe bien. Moi, je l'ai vu hein, en opération. On a eu à un moment un objectif du gouvernement qui avait dit, bah voilà, tel groupe djihadiste il doit disparaître. En 6 mois, le groupe était éradiqué de la surface du globe. Donc, ça montre bien qu'on sait faire les choses en termes d'exécution. Ce qui manque, c'est une vision. Clairement, c'est avoir une doctrine de laquelle on peut découler, etc. Et donc, ça marche un peu trop par one shot, c'est ce que tu veux nous dire en fait. Ouais, c'est du one shot. Et en fait, le one shot, ça marche pas. Ça marche pas. C'est comme je dis, c'est comme si je montais une entreprise et que je disais, bah, en fait, moi, je vais vendre des ballons de baudruche parce que j'aime ça, parce que c'est marrant, c'est dans l'air du temps, voilà, c'est très bien. Et j'ai pas étudié ni le marché, j'ai pas étudié l'outil de production, j'ai pas étudié le marketing, j'ai rien étudié en fait. Et je sais même pas où je serai dans 6 mois en fait. Et ça, on le voit parce que au point de vue politique, comme enfin géopolitique plutôt, comme c'est des échéances très longues, en fait, c'est difficile de sanctionner. On voit pas, en fait, c'est difficile de lire. C'est vraiment dans la littérature et dans l'histoire qu'on comprend. Ou en tout cas, des gens comme De Gaulle l'avaient compris. Mais à courte échéance, on le voit dans le business, notamment quand il y a des rapports avec des investisseurs. Je suis désolé, hein, je reprends cette image, mais je trouve qu'elle est intéressante. C'est de dire que voilà, on reprend l'idée de monter une entreprise de baudruche, machin. C'est très bien parce que j'aime la baudruche, je suis passionné par les ballons de baudruche, très bien. Mais en fait, il n'y a aucun investisseur qui me suivra parce que je n'ai pas de vision longue. En fait. Je sais pas où je vais. J'ai pas étudié le marché, je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin, si, je fais ça parce que c'est mon hobby et que j'aime bien ça et que j'aime bien entreprendre, donc j'entreprends très bien. Mais il y a personne qui suivra. Et en fait, pour la politique globale et donc celle des armées notamment, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on fait un truc parce que sur le moment, bah, ça nous plaît, c'est sympa, etc. Ok. Mais en réalité, voilà. Et donc l'outil militaire, en fait, c'est un héritage de cette vision longue, en fait, qui dépasse même De Gaulle, hein, parce qu'on a un pays qui a une histoire martiale qui est extrêmement longue. Et dans le cycle des sociétés et des civilisations, en fait, c'est un truc qui perdure. C'est un truc qu'on peut pas arrêter comme ça. Si demain, la Chine, je sais pas moi, connaît un bouleversement interne et je sais pas, se libéralise d'un coup ou se fractionne dans les différentes sous-régions chinoises, on va continuer à avoir des réflexes communistes, on va continuer à avoir des mentalités communistes, etc. pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Parce que un être humain, en fait, il change pas du jour au lendemain. Et les sociétés changent pas du jour au lendemain. Elles sont marquées par des cycles longs. Et donc ça, c'est un truc à comprendre, c'est-à-dire que même nos armées, demain, il peut se passer je sais pas quoi, nos armées, elles vont continuer à conserver leur tradition, leur façon de faire, leur vision, etc. Et elles ne seront que changées à la marge et sur une très longue période. Voilà. Donc c'est pour ça que cet outil, en fait, c'est un outil qui
qui est l'héritier de cette grande vision d'une France d'équilibre, puissance d'équilibre, même qui est une France qui était première puissance mondiale pendant très longtemps, militaire en tout cas. Et donc ça c'est un truc qui perdure et on est bénéficiaire de cet héritage-là. Je suis désolé, D'accord. c'est un peu long, Non, excuse-moi. non, non, c'est très bien, c'est très intéressant et d'autant plus que aujourd'hui, je pense que on s'en rend compte un petit peu de partout. Et si je dois faire un parallèle avec le sport qui est aussi l'un des objets de ce podcast, c'est C'est vrai qu'on qu'aujourd'hui, était là pour parler de sport, désolé. les gens, non, non, mais c'est très, très intéressant et je pense que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast vont l'écouter avec passion parce que tout ce que tu dis est vraiment passionnant et d'autant plus qu'on peut faire beaucoup de parallèles après avec le milieu sportif parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la pratique sportive et même si on doit aller un petit peu plus loin, même sur l'aspect scolaire, parce qu'aujourd'hui, c'est le même ministère et on voit que les politiques sont les mêmes. C'est qu'aujourd'hui, on manque en effet de cette vision à long terme. Hmm. Que veut-on réellement faire? Que veut-on réellement apporter? Et en effet, on lâche des petites bombes à droite, à gauche, et puis on se dit, ben, bon, ben, en fait, pour moi, c'est des pansements, c'est des rustines sur un système où on voit qu'il est en bout de piste, sur lequel il faut redonner une véritable, une véritable dynamique. Et c'est vrai que cette dynamique-là, on l'a fait par bribes, à droite, à gauche, mais ça manque en effet véritablement de, mmh, de projection et d'objectivation, même si je suis pas sûr que le mot existe vraiment, mais en tout cas, On on comprend. comprend où je veux en venir. C'est vraiment voilà, d'avoir une vision globale. Si on prend l'exemple, par exemple, des Jeux olympiques où, on se réveille il y a 3 ans des Jeux olympiques en disant, «Bon, ben, on va faire 80 médailles». Mais les gars, est-ce que vous pensez vraiment et on rejoint vraiment tout ce dont tu nous as évoqué, cette notion de planification. OK, on veut 80 médailles. Comment maintenant qu'on a l'objectif quantifiable, comment on va s'y prendre? Quels moyens on va donner à tout Ouais, c'est ça? ça. Et aujourd'hui, alors là, pour le coup, les jeux olympiques, c'est vraiment je pense le meilleur exemple de, on veut atteindre un objectif, mais alors on met absolument, déjà on est déconnecté de la réalité, on est déconnecté de la connaissance de terrain et en plus de ça, bah, les moyens qu'on met en fait, ils sont dérisoires. C'est ubuesque. On a notre président qui nous dit au mois de janvier: «Bon, on est l'année olympique, donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place 30 minutes de sport dans les écoles». Mais en fait, ça fait déjà 5 ou 10 ans que ça devrait être fait pour Ouais, mais l'objectif, c'est plus de l'ordre du symbole, je pense. C'est plus de l'ordre du symbole. voilà, on est oui, Je aujourd'hui, pense je pas pense que ce qu'on soit est dans un esprit de la non, mais conquête des médailles, c'est typiquement. Hein. impossible, c'est impossible. En tout cas, Mm. si on avait c'est ça l'état d'esprit, ça serait une folie furieuse. En effet, c'est des éléments de communication et aujourd'hui, je pense qu'on vit beaucoup dans des éléments de communication qui malheureusement polluent un petit peu la dynamique de progression et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a un État qui a tendance un petit peu à rétropédaler. Je sais, Louis, que tu as un timing un petit peu serré. Je vais Pas de finir problème. J'ai par encore une un peu de temps, il dernière n'y a pas de question. problème. Pour toi, au vu de tout ce dont on a discuté, si tu avais un conseil à donner un petit peu alors même si je j'aime pas forcément dire ça parce qu'on est personne pour aller conseiller qui que ce soit, mais en tout cas, de par ton expérience et ton passé et peut-être même, à ton présent actuel, hem, quel conseil tu pourrais donner aux gens pour qu'ils puissent, finalement, vivre une vie, sereine dans laquelle ils sont en capacité d'atteindre, leurs objectifs finalement. Quelle valeur pour toi, semble être, primordiale, pour, entre guillemets «vivre en paix», à l'heure actuelle avec soi-même? C'est une question cruelle. Parce qu'elle est un peu vaste. Désolé Hein. désolé pour cette phrase philosophique, pour cette Non, question un non, peu il n'y a, philosophique, mais, y a pas voilà, de problème, mais du coup, on est reparti pour une demi-heure, en fait. C'est ça le truc. Parce que je ne sais pas faire court. non, J'aimerais mais savoir faire court, mais je ne suis pas assez intelligent pour faire court. Voilà. En fait, plus sérieusement, euh, bon, pour ce qui est du sport, on est d'accord. Et en fait, je pense que aujourd'hui, il y a quand même une grosse sédentarisation des populations. On voit, on est passé d'une population du début du 20e, 90% voire plus, hein, de paysannerie. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% la paysannerie. Même, je ne sais pas si c'est ah, pas je suis même pas sûr. autour Je suis de même pas sûr. 5% peut-être de la population, Ouais. les paysans. Et donc, la condition physique a nécessairement changé. Hein. Il y a l'obésité a beaucoup gagné. On a une alimentation qui est beaucoup plus raffinée avec beaucoup plus de sucre. Donc ça, c'est un truc duquel il faut se méfier en termes sportifs. Enfin, clairement, je pense que c'est bête, mais
moi, souvent, il y a des gens qui me demandent des programmes d'entraînement, etc., pour le sport. Alors, je n'en fais pas. Hein. Je fais pas un programme d'entraînement parce qu'il y en a plein d'autres qui font ça bien mieux que moi et qui sont beaucoup plus forts à ça. Force Special Coaching et d'autres, voilà, qui sont bien meilleurs et qui sont prouvés. Euh, mais je leur dis souvent, je leur donne des grands axes, quoi. Je leur dis, bon, déjà, faut lutter contre la sédentarisation. Donc, dans le cadre d'une préparation commando, ça veut dire, bon, voilà, faire beaucoup de courses à pied, sport de contact. Moi, c'est des trucs que j'aime bien faire. Enfin, sauf la course à pied, je ne supporte plus ça. J'en ai trop fait, je Trop fait. pense. Ouais, trop fait, j'en peux plus. Mais voilà, mais en tout cas, c'est ne pas être sédentaire et puis savoir sortir de sa zone de confort. Alors ça, c'est le truc que tout le monde dit, très bien. Ça veut dire quoi en termes concrets? Moi, je donne un exemple tout simple. C'est de dire, bah, en fait, régulièrement, faire un peu de camping, sans téléphone, Mmh. sans tablette numérique pour s'orienter, juste avec une boussole et un peu une carte, par exemple. Déjà, ça, c'est beaucoup. Hein. C'est dur à faire. Partir, je sais pas, 2 jours de camping, on part avec un copain, un camarade, on se dit on va camper pendant 2 jours en autonome. Bon, déjà, c'est un truc qui est pas facile. Hein. Bah, aujourd'hui, là, C'est mine de rien. déjà, je pense qu'à l'heure actuelle, tu as perdu 80 de la population. Ouais, mais en fait, c'est pas dur à organiser et ça devient une vraie aventure parce que bah, dormir avec sa tente ou avec voilà son poncho, se débrouiller pendant 2 jours, en fait, je trouve que c'est une expérience qui est quand même vachement intéressante, surtout s'il se met à pleuvoir. Mais non, mais voilà, c'est des trucs tout simples. Et l'autre truc que je donne, c'est par exemple pendant une séance sportive, traverser un bras de rivière tout habillé. C'est un truc que personne ne fait jamais de sa vie normalement. Mmh. Mais en commando, bon, bah, c'est un truc qu'on apprend à faire rapidement hein, parce que ça fait partie des prérogatives dans les exercices. Et c'est un truc qui est pas anodin non plus parce que bah, voilà, faut prévoir une petite sécurité, avoir un copain à côté qui est en canoë ou qui est en, en kayak à côté qui peut nous sécuriser, ou alors il faut que le bras de rivière soit pas très large. Mais rien que faire ça, et admettons faire une petite course à pied derrière, tout mouillé, en fait, alors il y a des triathlètes qui font ça régulièrement, mais faire ça comme ça, une fois de temps en temps, je trouve que mentalement, ça endurcit un peu, et on se dit, ah ouais, en fait, moi je croyais que j'étais fort, parce que j'allais à la salle tous les jours, et Ouais. que je me levais tous les jours à 6 heures pour aller à la salle, machin, mais en fait, si on sort de ça, et que j'ai pas mon petit shaker à la fin, et machin, Le pré-workout, les chaussures, les ah genouillères, la ouais, ceinture. eh Ouais, ouais. bien sûr. Je veux dire, c'est très bien, hein. Enfin voilà, il y a des mecs qui sont pas passionnés de CrossFit, d'haltéro, etc. Et c'est très bien. C'est bien d'avoir un sport un peu voilà de prédilection, c'est top. Et surtout, on se passionne et on aime ça, c'est top, c'est très bien. Mais voilà, pour les mecs qui veulent vraiment aller un peu au-delà et tester un peu leur mental, ben ça, c'est des trucs que je recommande. Traverser un lac en hiver, là maintenant, là par exemple, se mettre tout habillé avec une paire de baskets et aller traverser un lac. Bon, ben Ouais. déjà, et en plus, se mettre une épreuve derrière, par exemple. Je sais pas moi, faire de la lutte avec son pote dans la forêt, faire, je sais pas moi, 3 fois 3 minutes de lutte, ou courir 5 kilomètres dans la forêt en s'orientant tout seul, sans boussole, Ouais. en ayant une carte en tête pour se dire, ok, je vais prendre tel chemin, un GR par exemple, un chemin de grande randonnée, et se dire, ok, je vais faire ce chemin de grande randonnée, et quand je croise telle intersection, c'est que c'est fini, il faut que je fasse demi-tour, je reviens jusqu'à la voiture. Rien que ça, en fait, c'est assez velu. Hein. Ça paraît tout bête sur papier, mais c'est des trucs voilà, que je recommande. Donc voilà, ça fait partie un peu des trucs généralistes. Avec ça, le bivouac, camper, enfin, c'est des trucs qui sont vraiment bien. Et c'est des trucs que les gars de la ferme faisaient tout le temps. Parce qu'ils étaient tout le temps dehors, et ils allaient de ferme en Mmh. ferme, ils se baladaient dehors, ils transportaient des trucs à la main, machin. Et c'est un truc qu'on fait moins. Alors, je dis pas que c'est moins bien, que c'est mieux, peu importe, c'est comme ça. Mais il faut, si jamais on veut devenir un peu rustique et s'endurcir un peu, et surtout faire un petit mental, ça, c'est le truc que je trouve intéressant. Et l'autre grand axe que je donne de travail global, hein, sans donner de chiffres, c'est faire de l'apnée. OK. Alors ça, c'est spécifique au commando marine parce qu'on est beaucoup dans l'eau et avoir une bonne apnée, ça sert parce que j'ai pas mal d'histoires de mecs qui ont failli se noyer. Bon, ça c'est voilà. Que ce soit en opération ou en exercice, ça arrive très régulièrement qu'on ait des problématiques dans l'eau et qu'on se retrouve entraîné par le fond, par son parachute, son Zodiac, son collègue, la corde de l'hélico qui nous lâche pas et qui nous traîne dans l'eau. Enfin bref, plein de trucs. Et donc, enfin comment dire, avoir une bonne apnée c'est bien. Donc ça c'est le point de vue physique. Et après le point de vue mental, c'est que l'apnée, c'est énormément technique. Les gens ne savent pas forcément. Mais quand on commence à faire un peu d'apnée en club, on progresse de,
je sais pas moi, l'apnée standard, quoi, de 30 secondes, 1 minute pour les gens qui sont vraiment bons, à 3 voire 4 minutes, on gagne tout ce temps-là en 6 mois. Et ce qui est énorme. C'est énorme. Sachant que les max, après, on commence à 5 minutes, on commence à faire de la compète, quoi. Donc, après, on plafonne, généralement. Mais le temps d'appréhender son corps, et en fait, c'est énormément de mental. Le temps d'appréhender son corps et son mental, ça met environ 6 mois, 1 an. Mais au bout de 6 mois, 1 an, on a une machine. Donc, c'est hyper satisfaisant, déjà. Euh, donc, ça, on se dit, bah, on a une belle courbe de progression. Et surtout, on se En rend plus, ça, compte que c'est extrêmement quantifiable en plus. c'est hyper quantifiable, hyper satisfaisant, parce que dans son petit carnet de notes, quand on est un sportif sérieux, on a un petit carnet où on note ses résultats quand même. Et ben on peut noter, voilà, tel jour j'ai fait 1 minute 20, 1 minute 30, 2 minutes, machin. Et on n'a pas besoin d'avoir une forme physique particulièrement développée, hein, parce que l'apnée c'est juste beaucoup de maîtrise de soi et les poumons de toute façon il n'y a pas vraiment d'extensibilité. On peut pas, c'est pas plus on en fait, plus on a des gros poumons. Ouais, Alors bien on peut sûr. avoir des prédispositions, mais on va avoir les mêmes poumons au début qu'à la fin, en règle générale, hein. Par contre, leur utilisation va changer, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de techniques, de petites techniques simples qui peuvent se faire en piscine, même chez soi, hein. Alors, je conseille d'être surveillé quand même parce que c'est quand même un des sports, voilà, qui sont un peu dangereux, mais faire ça avec les copains. Et en fait, on se rend compte que si on prend la bonne technique, on progresse énormément et surtout, on réalise que le premier facteur qui nous empêche de progresser, c'est la peur. Ouais. Et donc, en fait, on déverrouille un truc où on se dit, OK, en fait, si je franchis ça, déjà, je suis un peu plus capable. Et donc ça, c'est un truc intéressant, je trouve, à faire pour les gens et qui est accessible à beaucoup de gens, hein, parce que voilà, on peut aller en piscine municipale, il faut Ouais, demander au bien sûr. moniteur. Les moniteurs, généralement, bon, si on est un peu motivé, ils sont sympas. Ou en piscine d'un copain qui a une piscine et on fait ça avec un pote. Et puis c'est des vrais trucs, quoi. C'est une vraie progression. On pourra pas parler de Mike Tyson, qui est ma star préférée, ma star sportive préférée. On n'aura peut-être pas le temps, mais en tout cas, voilà, c'est un truc que je conseille. Parce que je parlais de la peur, en fait, et je pensais à une phrase de Mike Tyson que j'aime beaucoup. Oui, il parle beaucoup de la peur, en fait, en règle générale. Et c'est une figure que j'aime beaucoup parce que c'est un mec qui a un lisp. Alors, je sais plus comment ça se dit en français. Lisp, c'est un isozote. Voilà. Isozote. Il a un zozotement. Et c'est un mec qui a une histoire catastrophique. Enfin, Un sa parcours de mère a vie été incroyable. prostituée. Son père est tombé dans la drogue. À 11 ans, il a été laissé pour compte. Et c'est le mec qui a fait une progression absolument hors norme puisqu'il est devenu champion toute catégorie, enfin pas toute catégorie, mais toute fédération de boxe anglaise à 20 ans. Donc pour l'instant, je crois que c'est abattu comme record. Ouais, je sais pas Et si quelqu'un le battra bien un jour d'ailleurs. je sais pas. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est en fait c'est un boom. Moi, c'est ça que souvent dont je parle, c'est que c'est pas un mec tout seul. Ça c'est important à comprendre, c'est que alors je pense que tu es peut-être sensibilisé au truc aussi, mais tous les grands sportifs ont un grand entraîneur. C'est impératif. C'est Il n'y a pas impératif de, il y a pas de sportif seul. et des fois, tu vois, c'est assez marrant parce que tu te rends compte que tu as des gens qui te disent, «Ouais, mais aujourd'hui, si moi je rends mon athlète trop autonome et cetera, bah, un jour il aura plus besoin de moi». Et moi je Ah, c'est prends toujours cette intéressant, ouais. référence. Je leur dis: «Mais est-ce que tu penses vraiment Ouais. que Serena Williams, elle s'est retrouvée, à gagner, 24 grands chelems, sans entraîneur? Est-ce que tu penses vraiment que Laure Manodou, sans Philippe Lucas, elle serait devenue ce qu'elle est Ah, devenue?» c'est sûr. Beh, non, 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 C'est sûr. c'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que, ça rejoint également et sans doute tu as peut-être dû y être confronté, c'est que lorsque tu as quelqu'un qui t'emmène derrière toi, un entraîneur, parce que la définition de Mmh. l'entraînement, c'est aussi avant tout, entraîner les gens derrière soi. Mmh. Peut-être que to je sais pas si tu as été, si tu as eu l'occasion de diriger des équipes durant ta carrière, militaire, mais finalement, l'entraînement, c'est aussi, faire croire aux gens qui sont derrière toi que les choses sont possibles. Et mine de rien, bah, Ah oui. n'importe quel individu, à un moment donné, va se retrouver dans une phase de doute et s'il y a pas quelqu'un derrière qui est en capacité, de le ramener, et de le reconnecter à lui-même, bah, ça peut vite devenir compliqué. Mais oui, en effet, c'est très Tout à intéressant fait. comme En fait, piste. je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que l'entraîneur, il doit avoir presque plus d'espoir que le sportif, quoi. Complètement, Il doit être complètement. plus persuadé que le sportif qui peut y Il faut arriver. y croire encore plus, ouais. Ah, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai une image, on en parle souvent dans les questionnements de leadership. Et en fait, j'ai une image, alors, je sais pas d'où elle me vient, c'est une image que j'ai vue très très jeune dans un film en noir et blanc, que j'ai vu, je sais plus sur cassette ou à télé.
C'est un vieux truc, mais ça m'a choqué tellement l'image était importante pour moi et ça m'est resté. En termes de leadership, j'ai jamais vu mieux. C'est un film, peut-être que quelqu'un connaîtra la référence, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. En gros, c'est un bateau pendant la Seconde Guerre mondiale qui transporte des militaires. Alors, je sais plus quelles sont les circonstances, mais il y a des officiers, des sous-officiers et des hommes du rang. Et on suit un soldat, tout simple, qui est sympa. Voilà. Le mec est sympa. Et on suit aussi un officier qui est infect. L'officier, il est infernal, il est infect, il est hautain, il est condescendant avec ses mecs, pas agréable. Et donc, ils font ce transit sur un bateau, alors probablement d'un théâtre d'opération à l'autre, ou de leur payer un théâtre d'opération, je sais pas trop. Et le bateau se fait attaquer. Le bateau se fait attaquer et coule. Et donc, les gars, tout le monde se meurt, se noie, se retrouve naufragé. Et donc, on suit ce canot qui se retrouve isolé et sur lequel il y a donc le soldat qu'on aime bien et l'officier qu'on déteste. Et ils sont probablement en mer, en mer Indienne ou dans le Pacifique. Et en fait, ils commencent à avoir très très chaud dans le canot. C'est un tout petit canot, ils sont tous les deux recroquevillés dans le canot. Et il commence à avoir très très chaud. Et le soldat, il commence à dire, bah moi j'ai hyper soif, là je vais y passer, c'est vraiment chaud. Et l'officier dit non, il faut qu'on garde nos réserves d'eau pour la récupération. Et en fait, il se rend compte, le soldat se rend compte que l'officier à sa ceinture, il a une petite gourde d'eau. Et il se dit, ah putain, c'est cette gourde d'eau que je veux. Et donc là, il y a tout un truc qui se met en place, il rêve de choper la gourde d'eau, il essaie de l'attraper quand l'officier dort, mais il se réveille d'un coup et donc il lui enlève, enfin, il conserve la gourde avec lui, il le repousse. Et donc, le soldat devient fou parce qu'il se dit, bah, je veux boire, j'ai soif. Et l'officier dit, non, non, il faut qu'on attende de se faire récupérer pour boire. Et un jour, un matin arrive et il se réveille doucement et le soldat, il se réveille et il voit un bateau au loin. Il fait des grands signes et il se rend compte que le bateau, il arrive vers lui. Et il essaie de réveiller l'officier. Et l'officier, en fait, est mort. Il le secoue, en fait, le mec est mort. Et du coup, il se précipite sur la gourde d'eau et en fait, il se rend compte qu'elle est vide. En fait, il y a une balle, il y a un trou de balle, un impact de balle dans le bas de la gourde. Okay. Et en fait, la gourde était vide depuis le début. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, l'officier lui a fait croire. C'est une leçon incroyable. Qu'il y avait de l'eau. Ouais. Et qu'il fallait qu'il tienne jusqu'à ce qu'il voit un bateau pour pouvoir boire. Donc le gars, il s'est dit, ok, je vais boire. En fait, il n'y a jamais eu d'eau. Il l'a détourné Et le truc est très beau parce que le soldat comprend tout de suite ce qui s'est passé. Et c'est une très belle image, en fait. Et voilà, mais et le gars est mort, du coup, il se sent con, quoi. Il se dit, putain, l'officier est mort, et c'est lui qui a conservé mon espoir jusqu'au bout, et maintenant je suis sauvé parce qu'il y a le bateau qui arrive. Et il prend un chiffon, et il se met à lui cirer les pompes. Il a des belles bottes de cavalier, et il lui tire les pompes pour qu'il soit beau quand le bateau arrive. Ouais, c'est excellent. Je trouve que c'est. Et j'adorerais retrouver cette séquence, parce qu'elle m'a marqué, hein. Je devais avoir, je sais pas, 10-15 ans, un truc comme ça, et j'ai jamais retrouvé. Mais bref. Ouais, c'est vrai que et je pense que ça, pour le coup, cette notion de leadership, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est quelque chose d'assez inné. Certaines personnes ont un leadership assez naturel de par leur parcours, de par plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui s'apprend. Écoute, Louis, franchement, c'était un épisode vraiment, vraiment ultra passionnant. Peut-être qu'on sera amené à en refaire un si tu le souhaites un de ces jours. Carrément. Ce petit épisode par ma petite phrase avec laquelle j'ai l'habitude de clôturer, pardon. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu à contre-courant. Pour le coup, elle s'y prête bien, étant donné qu'on était en compagnie de Louis Saillant, ancien commando marine. Louis, vraiment, mille merci encore de ton temps. C'était vraiment, comme je te l'ai dit, un échange passionnant. Merci Thibaut, c'était très sympa. J'ai bien aimé. Une très bonne journée et peut-être à très vite pour un prochain épisode. Ça marche. Merci, salut Thibaut. Si tu souhaites en savoir plus sur le parcours de Louis Saillant, je t'invite à aller lire son livre Chef de guerre, dans lequel il te partage son parcours militaire au sein des forces spéciales des commandos marines. Dans cet ouvrage, il revient sur son parcours nourri d'anecdotes qui ont jalonné sa carrière au sein de cette unité non conventionnelle. Un récit tout simplement passionnant et inspirant que je t'invite vivement à lire.